Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, des infractions graves retenues par l'OFNAC sur une affaire de 187 milliards de francs CFA concernant la Senelec et Akilee. Dans son rapport rendu public aujourd'hui, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption parle d'escroquerie et tentative d'escroquerie portant sur les deniers publics, détournement de deniers publics, complicité et violation des dispositions du Code des marchés publics. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, séjourne en Guinée-Bissau pour une visite de travail et d'amitié. Cette visite traduit la place de choix qu'occupe l'axe Dakar-Bissau dans la coopération bilatérale. En toile de fond, l'augmentation du volume des échanges commerciaux et des investissements privés, mais en même temps, convoquer dans les meilleurs délais la grande commission mixte entre les deux pays. Terminus de la ligne 32, c'est toujours le choc, l'émoi et la consternation après l'accident d'hier d'un bus Tata au rond-point EMG. Bilan provisoire, 1 mort et 24 blessés. Chauffeurs, contrôleurs et usagers, tous les acteurs confondus, appellent à la prudence et la vétusté du parking. Enfin, votre rubrique hebdomadaire Réussir au Sénégal est allée à la rencontre d'un jeune mareyeur. Ancien détenu politique, il a su transformer les épreuves en opportunités, reprenant son métier de mareyeur avec détermination et passion. Son nom, Sorusso. Les détails à suivre avec Aïssatou Kane. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Senelec Akilee, les infractions graves retenues par l'OFNAC sur une affaire de 187 milliards de francs CFA. Dans son rapport sur les conclusions des rapports d'enquête clôturés de l'année 2023, l'OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption, a retenu les infractions suivantes dans l'affaire Senelec Akilee: escroquerie et tentative d'escroquerie portant sur les deniers publics, détournement de deniers publics et complicité, violation des dispositions du Code des marchés publics, fraude fiscale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction terminus de la ligne 32, c'est toujours le choc, l'émoi et la consternation après l'accident d'hier d'un bus Tata au rond-point EMG. Bilan provisoire, 1 mort et 24 blessés. Chauffeurs, contrôleurs et usagers, tous les acteurs confondus, ne se remettent toujours pas de la tragédie. Ils pointent du doigt la vétusté du parking et appellent à la prudence, n'est-ce pas, Amadou Bari? Le chauffeur de Tata de la ligne 32 assurant la liaison entre Sam et Guédiawaye s'apprête ainsi à embarquer pour son second trajet du jour. Les images du choc du bus qui s'est renversé hier défilent toujours dans sa tête, lui qui connaît particulièrement le chauffeur qui était impliqué. On est tous sonnés ce matin, nous qui travaillons ici. Quand on a appris la nouvelle, cela a mis fin à nos activités. On a interrompu notre boulot pour être au chevet des victimes. On a assuré les premières assistances avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. La volonté divine accuse-t-il le coup, mais lui, comme Cherfal, ce contrôleur, pointe du doigt la vétusté du parking. J'invite les entreprises de transport à réparer les véhicules, éviter de traîner avec des pannes. Le bus d'hier n'était pas en bon état et c'est fort probable que l'accident soit dû à une défaillance technique. C'est avec le cœur lourd qu'il est arrivé au boulot ce matin. C'est très dur à dire vrai. On n'a pas le cœur au boulot, c'est juste qu'on n'a pas le choix. Mais malgré la perte en vie humaine, j'estime que le bilan pouvait être plus lourd si les passagers étaient plus nombreux dans le bus. Cette passagère rentre juste de l'hôpital, elle qui est régulière de la ligne Sam Guédiawaye, et se dit consciente qu'elle pouvait être dans le bus qui s'est renversé hier.
Les chauffeurs doivent être plus prudents et patients dans leur conduite, qu'ils évitent de vouloir rivaliser sur la route, qu'ils soient conscients que ce sont des vies qui sont en jeu et la vie humaine est sacrée. Que cela soit à Dakar ou en province, rien ne semble plus arrêter les accidents sur nos routes. En une semaine, des dizaines de vies ont été perdues. Série de carambolages cet après-midi sur la VDN à hauteur de l'autopont Cité Keur Gorgui à Sacré-Cœur. Des dégâts matériels très importants et très fortes perturbations de la circulation dans le sens Mermoz-Foire de Dakar sont constatées. L'État du Sénégal doit plus de 300 milliards de francs CFA aux entreprises du BTP, une révélation faite par Djaraf Alassane Ndao, secrétaire général du syndicat des travailleurs du bâtiment et travaux publics. Il va plus loin et évoque la suspension de tous les chantiers du littoral qui, selon le secrétaire général du syndicat, pourrait envoyer au chômage les travailleurs si l'arrêt des travaux est définitif. Plus de précisions, écoutons Djaraf Alassane Ndao. Il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs du bâtiment et travaux publics. Il est joint par Abdourahmane Ly. C'est très difficile aujourd'hui d'évaluer le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur du BTP parce qu'il y a des entreprises formelles qui ont un effectif où on peut dire qu'il y a 2000, 3000, 4100, 200, 300. Il y a des entreprises informelles. La plupart du temps aussi, on trouve beaucoup d'informels dans le secteur du BTP. De telle sorte que ces gens-là ne sont même pas des employés, c'est des gens qu'on paye journalièrement. Donc c'est des gens qui ont des emplois précaires qui dépendent du gré de leur patron. Maintenant, côté impact, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chantiers au niveau de cette corniche. Si on arrête les travaux, évidemment, tous les travailleurs qui sont dans ce secteur vont être en chômage. Et il y aura des conséquences incalculables. Malheureusement, nous, en tant que syndicat, on ne peut pas attaquer ceux qui ont donné les boulots parce que quand l'entrepreneur a dit que tu arrêtes, il est obligé forcément lui aussi d'arrêter son personnel. Et quand il arrête son personnel, il ne pourra pas payer. Donc je pense qu'aussi l'État doit avoir de ce côté. Au-delà de les chantiers qui vont être arrêtés au niveau de la corniche et dans d'autres zones, mais il y a d'autres chantiers dans des entreprises formelles. Aujourd'hui, les chantiers sont en arrêt parce que tout simplement, on a une dette intérieure que l'ancien régime a laissée sur place. Des centaines de milliards sont dus aux entreprises de BDP aujourd'hui qui font que aujourd'hui, ces entreprises sont obligées de mettre des chômages techniques, des arrêts, etc., des suspensions des travaux. Et donc, presque aujourd'hui, je vous dis que le sourire n'est pas retrouvé dans le secteur du BTP. Augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements privés convoqués dans les meilleurs délais, la grande commission mixte entre les deux pays, Bassirou Diomaye Faye et Umaro Sissoko Embalo, trace la voie pour une coopération plus dynamique entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. En déplacement aujourd'hui à Bissau, le chef de l'État sénégalais veut faire plus que ses prédécesseurs. Écoutons le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ils peuvent faire plus et doivent faire plus, car nous ne devons pas aller chercher ailleurs ce que nous pouvons trouver dans nos deux pays respectifs. Si la Guinée-Bissau va chercher quelque chose plus loin qu'à côté, ça doit être quelque chose qui n'est pas disponible au Sénégal et vice-versa. Voilà pourquoi je voudrais inviter les secteurs privés des deux pays à mutualiser les efforts et les ressources pour saisir les opportunités d'augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements privés. C'est une question, à mon avis, d'intelligence économique naturelle. Nous en avons parlé tout à l'heure, président Balo. La grande commission mixte qui permet, à travers l'agence de gestion de la coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, de suivre et de renforcer l'intensité de notre coopération bilatérale, doit être convoquée et nous avons convenu de la convoquer dans les meilleurs délais. Je voudrais aussi me réjouir de la convergence des vues entre les deux pays sur les principales questions sous-régionales, régionales ou internationales, où nous avons toujours une position concertée qui fait dire à certains que c'est une position uniformisée. Mais le secret de ça, c'est que nous réussissons à nous parler avant de prendre position pour nous comprendre sur les enjeux qui nous interpellent au même niveau, parce que partageant ce que d'autres ne partagent pas forcément avec nous, ou au moins
pas avec la même intensité et pas même avec la même histoire. Évaluation de la première phase du programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques SDD3C. Ce programme regroupe les pays du Sahel et le Sénégal. Le programme cible plus de 85 000 personnes pour l'augmentation de la productivité et de la production, plus d'autonomie financière. Les détails avec Abraham Paul Pouy et Moussa Dia. Face aux difficultés des populations et crises notées dans le Sahel, les pays membres plus le Sénégal avec des partenaires mettent en place le programme conjoint Sahel en réponse aux difficultés Covid-19, conflits et changements climatiques SD3C. L'objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire, créer plus d'opportunités aux petits producteurs agricoles du monde rural. Plus de 850 000 personnes touchées par le projet. Nous savons tous tout ce que nous traversons aujourd'hui comme crise. Les crises liées à la Covid, l'insécurité est liée à plusieurs causes au niveau de notre sous-région. Ces défis sont toujours là. Et notre rôle, c'est d'aider les populations à s'y adapter. C'est d'aider les gouvernements à développer les pays et les régions qui sont les plus affectés par ces défis. Avant la deuxième phase, la première évaluait des efforts supplémentaires à faire pour une souveraineté alimentaire. L'agriculture représente un moteur clé de l'économie des pays du Sahel et du Sénégal en particulier. Le Sénégal importe près de 70% de sa nourriture, je dirais même 80% de sa nourriture. En raison de la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché international, cette dépendance aux importations alimentaires a également un effet très négatif sur la balance commerciale. Le Sénégal importe plus de 1070 milliards de francs CFA en denrées alimentaires contre un budget de 7042 milliards. Pour réussir, les pays comptent faire de l'agriculture le levier essentiel, le cible, les ménages du monde rural, les femmes et les jeunes au cœur du programme. Mais aussi adresser les points de sécurité. La représentation des femmes en politique, notamment dans les instances de décision, préoccupe le caucus des femmes leaders du Sénégal ainsi que le collectif des femmes parlementaires. Elles ont lancé un plaidoyer à travers le programme de participation politique des femmes. C'était en présence du ministre de la Famille et des Solidarités. Maïmouna Dièye s'engage à porter ce combat. Le point avec Mme Seynabou Babou. Le caucus des femmes leaders du Sénégal, en collaboration avec le collectif des femmes parlementaires, veulent renforcer la participation politique des femmes dans les instances de décision. Nous voulons aussi que l'objectif que nous avons, c'est d'avoir au moins une présence significative des femmes dans les instances de décision nominatives. Cela puisse être une réalité et nous aussi visons les 30%, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Les gens y pensent que la parité doit s'appliquer au niveau des instances de décision nominatives, mais pour l'instant, nous battons pour avoir un minimum de 30%. Au-delà des acquis obtenus, parmi lesquels la loi sur la parité, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale reconnaît qu'il reste également beaucoup de défis à relever. Nous avons 47% de conseillers municipaux. Eh bien, chez les maires, nous n'avons que 14 maires sur 577, ça veut dire que le combat est encore là et nous comptons sur la génération montante quand même pour relever ces défis. Parce que si la parité est une réalité dans les listes, n'est-ce pas, mais il y a une autre réalité, c'est-à-dire que nous soyons aux instances de décision. Elle a consacré sa première sortie aux femmes. La ministre de la Famille et de la Solidarité s'engage à les aider dans cette lutte. Si l'application de la loi sur la parité a effectivement renforcé l'accès des femmes aux instances électives, il n'en demeure pas moins que le combat pour leur accès aux instances non électives reste d'actualité. C'est pourquoi, en ma qualité de ministre en charge de la femme, de femme leader et mère,
Je fais mien ce combat et vous assure de mon soutien total. Ces femmes souhaitent que leur taux de participation dans les instances électives et non électives accroisse de 30%. Elles comptent sur le nouveau gouvernement pour atteindre leurs objectifs. Faible taux de représentativité des femmes dans le nouveau gouvernement. Une simple coïncidence, c'est l'avis de Hélène Tine, conseillère technique au niveau du caucus des femmes leaders. Elle est convaincue que le nouveau régime prendra en compte leurs préoccupations et reste optimiste. Je vous propose de suivre sa réaction. Écoutons donc Hélène Tine au micro de Mamsenou Babou et Pape Mafalfal. Je dis que pour moi, je ne doute pas de la volonté politique du nouveau régime, notamment du président Diomaye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Je ne doute pas de leur volonté politique de prendre en charge cette préoccupation des femmes. Et j'ai dit pourquoi. Parce que nous avons mené une campagne lors des locales, appelée les femmes à l'assaut des mairies, et nous avions à l'époque rencontré tous les leaders de coalition et les leaders de partis politiques. Nous avions été reçus par le président de la République de l'époque, le président Macky Sall, et nous avons eu à rencontrer le président Ousmane Sonko à son siège, entouré de ses principaux collaborateurs et peut-être pourquoi pas du nouveau président actuel. Et c'est de cette rencontre qu'est née en tout cas la possibilité que nous avons eue à augmenter le nombre de maires femmes. Parce que la grande coalition Yewwi Askan Wi à laquelle appartenait le parti PASTEF nous a donné 2 femmes maires à Dakar et ces 2 femmes maires proviennent du parti PASTEF. Donc c'est pourquoi je dis que je ne doute pas de leur volonté politique de prendre en charge cette préoccupation. Après ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu des contingences que les gens ne maîtrisent pas, mais nous sommes confiantes et nous pensons que ce défi sera relevé par ce nouveau régime-là et que nous aurons des avancées significatives. Microfinance, les urgences du secteur tournent autour de la rationalisation des ressources financières et l'harmonisation des interventions. Selon le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Alioune Dione, il prenait part à un séminaire de partage de 2 jours sur le thème « Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès ». Muntaga Kane et Mamoudouba. La microfinance de l'économie sociale et solidaire, qui était distincte dans l'ancien régime, sont désormais réunies dans un même département. Une voie plus efficiente pour l'atteinte des objectifs du dit ministère. Faire de telle sorte que l'impact de la microfinance puisse se faire sentir au niveau des usagers de cette offre, la population cible de manière générale. Mais surtout faire de sorte que la microfinance ne soit pas désarticulée de l'économie sociale et solidaire. Qu'on puisse avoir une microfinance au service de l'économie sociale et solidaire et une économie sociale et solidaire qui puisse être une niche de création d'emplois. C'est ça la nouvelle démarche. Ça, auparavant, on ne l'avait pas. On avait, de manière plus ou moins disparate, une intervention de la microfinance à part et une intervention de l'économie sociale et solidaire. Désormais, les financements individuels sont assujettis à des organisations communautaires telles que les coopératives. Les financements d'appui au développement par-ci et par-là de l'ancien régime que je nomme distribution n'est pas fiable. On s'en démarque car nous préférons financer les coopératives. Nous finançons les individualités. Mais il faut que l'intéressé fasse partie d'une coopérative. Toutes les parties prenantes du dit département sont conviées à cet atelier qui vise aussi à lever les équivoques de la mission des uns et des autres qui doit être arrimée à la bonne gouvernance, à l'imputabilité et à la reddition des comptes. Muntaga Kane face aux voix qui s'élèvent pour dire que le projet du nouveau régime n'est pas viable, le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire déclare qu'au contraire, leur vision consiste à se substituer de l'importation pour un développement à la base. Je vous propose de suivre donc les explications de Alioune Dione, ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal n'avait pas de modèle économique en réalité. Parce que notre modèle économique, c'est quoi? C'est la substitution aux importations. Et cette substitution aux importations invite à ce qu'on appelle un développement endogène. Parce que si vous voulez remplacer tout ce qu'on importait à travers une création
au niveau de la base à travers l'agriculture, la pêche, l'artisanat. Donc tous ces biens de grande consommation, qu'elles puissent être fabriqués de manière locale. Et là, vous voyez que c'est le développement souverainiste. Et c'est ça, en fait, la vision du projet. Ça, on ne l'avait pas auparavant au Sénégal. Ça, je crois qu'avec toute l'honnêteté qui s'y est, il faut admettre que c'est la première fois qu'on a une vision qui se base essentiellement sur le développement à la base, d'une part, mais également une approche souverainiste. Ça, on ne l'avait pas. Donc, je crois que ceux qui disent que le projet n'en est pas un, mais à mon avis, jusque-là, on n'avait pas de référentiel qui se basait sur nos réalités des territoires. Et autrement dit, on oriente en planification par le sommet et on cible par la base. Ça n'existait pas avant l'avènement de ce régime. Donc moi, en tant qu'expert en matière de planification, je peux vous assurer qu'il n'y a jusque-là pas eu de document aussi pertinent que le projet dont nous disposons. Parlons de tout à fait autre chose. Le groupe Canal+ a lancé hier Poulagou. Cette chaîne propose des séries en polar mettant en lumière les coutumes et traditions de la région du Fouta et d'autres régions. Pour le directeur général de Canal+, Cheikh Ahmadou Bamba Sarr, Canal+ réaffirme son engagement à offrir des séries de qualité à ses téléspectateurs sur le continent africain. Le voici, ses propos sont recueillis par Moussa Dia. Vous parlez du contexte dans lequel on lance cette chaîne-là, qui fait partie de la démarche que nous avons de proximité par rapport à nos abonnés sur le continent africain. Si vous vous rappelez bien, on a commencé par lancer une chaîne de séries africaine, mais qui diffusait en français, qui s'appelait A+. Par la suite, nous avons lancé une chaîne en langue Wolof, ici au Sénégal, mais au même moment où on lançait une chaîne Wolof au Sénégal, on lançait également des chaînes dans différentes langues sur le continent africain. On a lancé une chaîne en Lingala en RDC, une chaîne en Kenya-Rwanda au Rwanda, une chaîne en Madagascar pour Madagascar. Et aujourd'hui, on revient avec une chaîne en langue poulard, qui s'appelle Poulagou. Qui va intéresser un certain nombre de pays, dont le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et bien d'autres pays jusqu'au Cameroun. Et on est très heureux aujourd'hui d'apporter ce plus-là dans l'écosystème de production, maintenant dans cette langue-là en poulard, parce que c'est extrêmement important pour nous de participer au développement de l'écosystème, à la monétisation de la chaîne de valeur, donc de production. Et nous avons vu l'impact que ça a eu sur les langues dans lesquelles on a lancé des chaînes déjà. Et on est très content de pouvoir apporter ce même type d'impact-là sur la langue poulard également et son écosystème. Et vous l'avez compris, place à votre rubrique hebdomadaire Réussir au Sénégal. Allons à la rencontre d'un jeune mareyeur, ancien détenu politique. Il a su transformer les épreuves en opportunités, reprenant son métier de mareyeur avec détermination et passion. Son nom, Sori Sow, il nous ouvre les portes de son univers dans ce reportage signé par Aïssatou Kane et Seleman Diallo. Soumbédioune, cette table garnie est un véritable temple pour les amateurs de fruits de mer. Chaque jour, Sori Sow garnit ses étals de fruits de mer, même les plus rares et recherchés. Fruits de mer, les fruits de mer, le gambas, calamar, moule, huître, frère, Cameroun, les fruits de mer dans le en même temps, je vais faire la grillade, je vais faire la ñor bi. Ces grillades, préparées avec soin, ravivent les papilles des fins gourmets. Aux abords de son étal, les livreurs, toujours aux aguets, assurent les commandes. Jeune, Sori Sow a vite compris que son avenir se trouvait dans le métier exigeant du mareyage.
Je suis né et j'ai grandi ici. Depuis 2008, je travaille comme mareyeur, tout comme mon père qui était pêcheur. J'ai également exercé dans le domaine de la menuiserie pendant 2 ans, mais j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer pleinement à mon métier actuel. 2006-2007, mais après par la suite, j'ai abandonné la menuiserie et continué à faire ci. Pourtant, derrière ce succès apparent se cache une histoire de résilience. Emprisonné pendant 9 mois, Sori a décidé de reprendre les rênes de sa vie. Nous avons été ici à Marseille le 16 mai 2023. Le 16 février 2024, j'ai 9 mois. Ils sont venus me chercher ici le 16 mai 2023 et je suis sorti le 16 février 2024. À ma sortie, un ami m'a présenté quelqu'un qui a voulu m'aider. Grâce à ces contacts, j'ai reçu beaucoup d'aide pour reprendre ma vie en main. J'ai ainsi nommé mon établissement Pastef Fruits de Mer. Depuis le jour où nous avons pour faire une interview, j'ai pris ma place. So pitour bi def ko Pastef Fruits de Mer. ndax mun naa ne palaas bi bu nekkee lu mu nekkaatee tey ginnaaw yàlla patriote la. Ex-détenu, dit politique, bien que la chance lui ait souri, plusieurs de ses compagnons d'incarcération peinent à retrouver leur emploi. Tey ku si nekk sa wàllu liggéey ak ñi nga ko sekkal am ñoo xam ne du yomb si ñoom. Il est difficile pour certains anciens détenus de trouver un emploi après la prison. Je participe à un groupe WhatsApp regroupant près de 2000 anciens détenus. La plupart d'entre eux rencontrent des difficultés à retrouver un emploi. Sans l'aide des patriotes, je n'aurais pas réussi à m'en sortir. Man tey jii mun naa ne 9 mois yu ñu ma téyewoon ci kaso bi ba ma génnee bu dul woon patriote yi lu ñu ñëw songaat liggéey bi ak doole kon ba léegi mun naa ne damay taaba ak taabal bi du nekkaat lu mu nekk. Plus de 2 mois après sa libération, Sori a réussi à se remettre sur pied, à subvenir à ses besoins et même à embaucher des jeunes. Sama liggéeyu bopp laa yor clients yi ñoo ma moom des fois clients yi xëy si loolu 7 heures du matin pour nga defal leen seen commande. Je travaille selon la demande de la clientèle. Parfois, je peux être présent de 10h à minuit. Alhamdoulilah, je parviens maintenant à m'en sortir car de nombreuses personnes apprécient les fruits de mer. léegi képp ku am xew rek sa xew si lu muy njëkk a dem mooy togg payla te payla mënoo ko togg te jëfandikoo lu jëm si fruits de mer. Malgré ses succès, des défis subsistent dans son domaine de prédilection. muy comme liggéeyu mareyeur avant nu mu meloon ak léegi nu mu mel mun naa ne léegi bu fekkoon fii da nga fi wàññi woon téeméeri mareyeur yu doon. Le marché du travail ne fonctionne plus comme avant. Sur les 100 mareyeurs qui exportaient autrefois, beaucoup se retrouvent maintenant à essayer de survivre sur les marchés locaux. Cela est dû aux licences de pêche accordées aux bateaux. Le gouvernement devrait mettre fin à cela pour que nous puissions nous en sortir. loolu nguur bi bu ñu si mënoon jàppale arrêté bateau yi licence de pêche yi bateau yi di arrêté ñun mareyeurs yi di jël jën yi di exporter muy dem Europe ñun ñuy jaal suñu bopp suñu jën moo ñu gënaloon ko ñoom ñuy ñëw fii napp suñu jën yóbbu. Aux nouvelles autorités, Sori tend la main et plaide pour un soutien en faveur de ces hommes et femmes en quête d'une seconde chance. Man tey jii visibilité bi ma am ba ñëpp a gis ma du ñëpp ko mën a am parce que mënoo ne plus de 2000 et quelques détenus politiques. La visibilité que j'ai eue n'est malheureusement pas accessible à tous les 2000 détenus politiques. Je demande simplement aux nouvelles autorités de financer les anciens détenus politiques pour les aider à retrouver un emploi. S'ils le peuvent, ils pourront rembourser plus tard. jéem a xool nu ñu leen financé même bu dee dañ leen di abal xaalis sax ñuy liggéey di fay nànk-nànk parce que boo xoolee man ñu ma gis boog ñu ma nekkandoor ci kaso bi yëpp ñu nekk ay détenus politiques ay borom jom rek laa fa nekkal. Et maintenant, parmi les étals remplis de fruits de mer et de grillades alléchantes, Sori incarne la résilience et l'espoir, montrant que même après les épreuves les plus sombres, il est bien possible de se relever, de contribuer positivement à la société. Un bel exemple que réussir au Sénégal est bien possible. Aïssatou Kane, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite de votre émission RSA, retour sur l'actualité avec Baba Ndiaye. Bonsoir.